Salut à tous, bienvenue pour ce top 10 des films que j'ai le plus apprécié en 2019. Alors c'est parti, on commence tout de suite. En numéro 10, Le Chant du Loup. J'ai vraiment apprécié ce film français. Tout d'abord, je tire mon chapeau à Antonin Baudry, le réalisateur, parce que c'est son tout premier film. Et pour un coup d'essai, c'est vraiment réussi. Il est maîtrisé de bout en bout. Les quatre acteurs principaux qui les dirigent, à savoir François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz et Reda Kateb. Il n'y a rien à dire, quoi. Le jeu d'acteur, tout est dans la justesse et dans le regard, quoi. Et il n'y a rien à dire. Franchement, le quatuor fonctionne vraiment bien. Comme je l'avais dit dans ma critique à l'époque, c'est ce cinéma français-là, moi, que je veux soutenir. Je veux voir plus de films comme ça à l'écran. Parce que bordel, le scénario tient vraiment la route et on y croit du début à la fin. Et on est aussi en totale empathie avec les personnages principaux. On se met quasiment à leur place et on a vraiment envie qu'ils réussissent leur mission de A jusqu'à Z. En neuvième position, il y a Brightburn, parce que c'est un film qui m'a vraiment marqué cette année. Pourtant, le scénario est assez simpliste et basique, mais ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Cette idée géniale, qu'on s'est tous déjà posé la question au moins une fois, à savoir, qu'est-ce qui se passerait si un mec comme Superman viendrait sur Terre en ayant de mauvaises intentions? Bon, ben, je pense que là, on a un bon élément de réponse. Franchement, l'acteur qui joue le gosse, là, respect, parce que putain, il joue vraiment bien. La menace et l'oppression. Il y a vraiment cette ambiance assez malsaine dans le film, tout au long du film d'ailleurs. Et c'est aussi en partie grâce au jeu d'acteur du... L'acteur qui joue le Ghost, tout simplement, il retranscrit vraiment bien cette ambiance-là. Donc il n'y a rien à dire, chapeau, parce que j'ai vraiment aimé le film. Et j'ai aussi aimé le fait que le film soit un peu dirigé comme un film d'auteur. Voilà. En numéro 8, ça sera Bienvenue à Marwen, réalisé par le grand Robert Zemeckis. Tout simplement parce que ce film m'a ému, il m'a touché. De toute façon, Robert Zemeckis, par rapport aux émotions, ben, c'est un boss, que ce soit Forrest Gump, Retour vers le futur. On le connaît depuis tout ce temps, hein, on sait de quoi il est capable. Pourquoi il est dans Stop? Tout simplement par rapport au jeu d'acteur de Steve Carell dans un premier temps. Et aussi par rapport à l'émotion qu'il dégage durant tout le film. Parce que vraiment, l'histoire vraie m'a vraiment touché. De ce mec qui s'est fait agresser par des skinheads et qui, pour pallier à ça, s'invente un village avec des personnages tout aussi fictifs. Village et personnages qu'il recrée et qu'il construit lui-même en miniature. Et évidemment, vous l'aurez compris, le mélange prise de vue réelle et CGI fonctionne vraiment bien. Et respect quand même à la réalisation de Robert Zemeckis parce qu'il arrive à passer de prise de vue réelle à CGI et inversement avec une espèce de fluidité, une facilité. C'était juste incroyable à voir pour les yeux et aussi pour ce qui est d'émotion. En numéro 7, Au nom de la Terre, le deuxième film français de Stop, ben, tout simplement parce qu'il m'a marqué, il m'a ému et c'est encore une histoire vraie pour le coup. L'histoire de cet agriculteur qui n'arrive pas à s'en sortir et qui, par la force des choses, va commettre le pire des actes, quoi. Il va commettre l'impensable et ça sous les yeux de sa famille. Et pour ce qui est de la PLS, je peux vous dire qu'elle était puissante à ce moment-là parce que j'avais vraiment la gorge serrée et pareil, l'estomac en vrac, quoi. Et le jeu d'acteur de Guillaume Canet, il n'y a rien à dire, il joue tellement bien qu'il mériterait un César rien que pour sa prestation. Après, c'est mon avis perso. Mais non, mais franchement, on voit qu'il a été marqué et que ce rôle l'a touché, quoi. Ça se voit quand il est en interview ou en avant-première, il le dit que c'est un rôle qu'il a travaillé et qu'il a mis tout ce qu'il pouvait mettre en termes de jeu d'acteur dans ce film. Et honnêtement, le résultat se voit à l'écran. La prestation de Guillaume Canet couplée à l'histoire et au scénario qui est une histoire vraie, celle du réalisateur lui-même, puisqu'il a vécu ça quand il était enfant. En fait, Guillaume Canet joue le rôle de son père. Vous vous en doutez, l'émotion est au rendez-vous. Et c'est aussi dû en partie parce que ça arrive tous les jours dans le monde agricole, ça. Voilà. En numéro 6, le tout premier film Netflix de cette liste, et ce ne sera pas le dernier, Triple Frontière. Ben déjà, le trio d'acteurs, Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam. Bon, il y a aussi Pedro Pascal de Narcos et Gareth Edlund, mais c'est des personnages assez secondaires. Le scénario aussi, très basique mais vraiment efficace. Et bien entendu, tout ça mélangé à des soldats d'élite qui font un braquage. Bref, voilà, j'ai kiffé ce film. Je m'attendais vraiment pas à ce que les deux tiers du film se passent en mode fugitif, en mode cavale. Après oui, je suis conscient que le film aurait pu être juste un simple divertissement. Mais moi, il m'a vraiment tenu en haleine. La performance des acteurs aussi est vraiment à souligner. Et puis le scénario qui vraiment, on s'ennuie pas une seule seconde, quoi. Ça va à 10 000 à l'heure. T'as pas le temps de réagir, que ça s'enchaîne sur un autre truc. Et voilà, quoi. C'est un putain de bon film d'action, voilà, tout simplement. En numéro 5, Green Book. Celui que je pensais pendant longtemps qui finirait en numéro 1 du classement. Bon, mais voilà, il a perdu 4 places. Désolé, Green Book. Putain, j'étais tellement content qu'il gagne l'Oscar du meilleur film, bordel, l'année dernière. J'étais tellement content, bordel. J'ai vraiment kiffé ce film. Je l'ai vu 2 fois au ciné et plusieurs fois aussi en Blu-ray.
Viggo Mortensen et Mahershala Ali, franchement, le duo gagnant, quoi, j'ai craqué, y a rien à dire. L'alchimie fonctionne vraiment bien. Et encore une histoire vraie d'ailleurs, ça n'arrête pas, encore une histoire vraie, ça c'est pas la dernière. Le scénar, le jeu des acteurs, encore une fois souligné. Mention spéciale à Viggo Mortensen qui joue vraiment bien le Rital de base. Franchement, il y a des scènes d'humour qui fonctionnent du feu de Dieu, quoi, y a pas à chier. L'ambiance années 50 à 60 qui est vraiment bien retranscrise et j'ai vraiment adoré l'ambiance jazzy qui règne. Et puis cette histoire vraie, quoi, de ces deux opposés qui vont être amenés à travailler ensemble et finalement qui vont finir par devenir amis, quoi. C'est beau, quoi, putain. C'est beau. Voilà, un beau message d'amitié, ce film, et c'est tout simplement un super bon feel-good movie. En numéro 4, désolé pour elle, mais elle rate d'une place le podium, Alita Battle Angel. Robert Rodriguez à la réal, on connaît son côté démesuré. James Cameron pour la production et le scénario, même si ça reste très basique. Toute l'ambiance et l'atmosphère futuriste, cyberpunk, ultra assumée. Et évidemment, les putains d'effets spéciaux qui ont avec, qui sont vraiment... qui claquent sa race, quoi, y a pas d'autre mot, quoi, hein. Voilà. Après, on pourra reprocher, bien entendu, le scénario très basique et très classique, quoi, de James Cameron. Mais, grosso merdo, putain, c'est une putain de réussite, ce film. J'ai kiffé de A à Z, quoi. Et je veux la suite, je veux la suite. Voilà. Hein, quoi? Un développement? Mais pourquoi faire? J'ai kiffé à fond de A à Z. Qu'est-ce que tu veux développer ça? Et allez, on passe au podium. C'est parti. Et en numéro 3, ce n'est autre que Le Mans 66, réalisé par James Mangold. J'ai vraiment apprécié l'histoire. Il y a d'ailleurs une petite similitude avec la rivalité James Hunt-Niki Lauda de Rush. Là, pour le coup, la rivalité, c'est Ford et Ferrari qui s'affrontent, les deux écuries phares des 24 heures du Mans en 1966. D'ailleurs, je me suis toujours posé une question durant le film, une question assez existentielle. En tant qu'Européen, vu que le film est tourné et réalisé de sorte à ce que on soit pour les Ricains et pas pour les Rital, ça serait pas plus logique qu'on soit pour les Italiens, vu que c'est un pays européen eux aussi. Voilà, vous avez 4 heures. Non, je déconne. Euh, non, mais sinon, ouais, c'est vrai que les Italiens sont assez mal vus dans le film. Enfin, assez mal vus. C'est un peu l'ennemi de Ford, hein, donc voilà. D'ailleurs, celui qui joue Enzo Ferrari, c'est celui qui joue le boss de la mafia dans Live by Night, réalisé et joué par Ben Affleck aussi. Enfin bref, pour ce qui est du film, j'ai vraiment apprécié le duo Matt Damon-Christian Bale. D'ailleurs, mention spéciale pour Christian Bale, puisqu'il est passé de Vice, où il jouait le vice-président assez costaud, à Ken Miles, un pilote de course. Donc forcément, la musculature n'est pas la même. Donc grand respect, puisqu'encore une fois, il a fait un yo-yo avec son corps. J'ai vraiment apprécié le personnage de John Berntal, parce que oui, il apparaît plus de 5 minutes à l'écran. Bon, certes, c'est toujours pas le personnage principal du film, mais c'est lui qui explique à Ford, quoi, tout simplement, une des solutions qui serait possible et envisageable pour leur écurie. Voilà, tout simplement. Et donc j'ai vraiment apprécié son personnage. Il apparaît pas longtemps dans le film, quelques minutes par-ci par-là, mais c'est vraiment appréciable, quoi. Vive John Berntal. Le scénario aussi, y a rien à dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de happy end à l'américaine comme on a l'habitude de voir. Et puis bon, si l'histoire s'est passée comme ça, voilà, on peut pas non plus trop jouer avec l'histoire, quoi, tout simplement. Donc voilà pourquoi ce film est en numéro 3. J'ai vraiment apprécié le jeu des acteurs, le bruit des moteurs aussi, et puis le scénario, quoi, qui est vraiment prenant. Et bien entendu, pas des moindres, l'histoire, parce que je connaissais pas vraiment cette rivalité entre Ferrari et Ford à l'époque. Et donc ça a été une bonne surprise de découvrir ça. En numéro 2, eh bien avant de vous dévoiler le numéro 2, il faut savoir il sera longtemps dans ma tête en numéro 1. Je l'ai mis jusqu'à l'arrivée du numéro 1, quoi, dans mon cœur. Mais vraiment, il s'est fait piquer la place à pas grand chose, quoi. Et donc le numéro 2, donc Joker, voilà, ça tombe tout le sens. Parce que Joaquin Phoenix mérite un Oscar pour sa prestation, qu'il n'a toujours pas eu d'ailleurs. Parce que c'est le film que j'ai vu le plus de fois cette année, 4 fois au cinéma. Parce que ce scénario qui n'est pas du tout convenu et qui fait plaisir dans le cinéma hollywoodien en ce moment. Un film de super vilain DC Comics filmé de la même manière qu'un film d'auteur à la Taxi Driver ou qui s'apparenterait plus à la valse des pantins. Et puis bien entendu ce final, mais quel final de malade mental qui nous a offert Todd Phillips avec ce film. Je m'y attendais pas, c'est pas vraiment ce que je voulais voir, mais j'en ai eu pour mon argent et tout simplement c'est la meilleure fin possible, quoi, tout simplement. Et le numéro 1, je pense que beaucoup d'entre vous l'auront compris,
déjà depuis longtemps. The Irishman, réalisé par Martin Scorsese, monsieur Martin Scorsese. Alors oui, je vais essayer de mettre mon objectivité de côté, mais même si ça va être compliqué. Donc le scénario, d'abord, l'histoire vraie de Frank Sheeran. Bon, même si le mec est décédé depuis, il a vraiment existé, il a vraiment fait tout ça. D'ailleurs, il a fait un livre qui s'appelle, en anglais, À ce qui paraît, tu peins des maisons. Voilà, tu repeins des maisons, pardon. Petite métaphore dont on doit comprendre qu'il repeint les maisons avec la savelle des mecs. Voilà. Mes deux idoles de toujours, Pacino et De Niro. Alors pour De Niro, le voir diriger une fois de plus par Scorsese, bon, mais il n'y a rien à dire, hein, c'est un pur kiff. Et Pacino, le voir diriger, enfin dirigé par Scorsese, c'est c'est un régal absolu, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire. Son jeu d'acteur et leur jeu d'acteur, pardon. On retrouve bien les grands De Niro et Pacino de l'époque. Joe Pesci aussi n'est pas en reste, attention. Mais c'est vrai que le fameux duo De Niro-Pacino de retour, putain, mais quel kiff, quoi, quel kiff. Voilà. J'ai pris un pied comme pas permis de les voir ensemble à l'écran. Et même s'ils ont pris un coup de vieux, on voit bien leur complicité depuis 40 ans, quoi qu'ils se connaissent. Et le résultat final est juste magistral, puisque Scorsese, dans son film, vers le dernier tiers du film, nous parle de la vieillesse, des regrets, de la mort, etc. De comment ça fait de vivre vieux. Et voilà, quoi, des sujets qui le touchent, je pense, actuellement, depuis un petit moment, quoi, hein. Donc voilà, il conclut superbement bien sa tétralogie de la mafia, qui avait commencé avec Casino, Les Affranchis, puis encore avant Mean Street, en 1969. Et le mot de la fin, ça sera merci Scorsese pour m'avoir permis de voir ça une dernière fois à l'écran. C'est-à-dire tout ce que j'ai toujours idolâtré en termes de cinéma et d'acteurs, qui prennent forme sous mes yeux et qui jouent ensemble une dernière fois sous la direction de mon réalisateur préféré. Voilà. C'était le top 10 2019 de mes films préférés. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire votre top 10 dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bonne année à tous. Et allez, salut, ciao!